Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Valérie Plante. On regardait les résultats et puis plus ça grimpait, puis je me disais, mais voyons, on s'en va là, c'est ça qui se passe. Qui s'est exilé à 15 ans à North Bay en Ontario pour apprendre l'anglais, a déjà donné des cours d'autodéfense et n'a jamais perdu une élection. Ben oui, on est rendu là! Je parle bien sûr de Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Bonjour! Bien? Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Oui, absolument. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Bonjour. Bastien, mon réalisateur. Saviez-vous qu'elle est née à Rouyn-Noranda, sillonnait l'Abitibi, imaginez dans l'autobus bleu de son père qui servait de magasin à $1 et qu'elle avait déjà, une fibre écologiste au secondaire en organisant une collecte sélective des déchets à son école. Donc, vous avez dit pas de café ou pas de thé? Non, ça va. placez-vous le plus confortable possible. Ouais. C'est ajuster le micro en fonction. Celle qu'on a dénommée la guerrière heureuse a certainement, on s'entend, ébranlé les colonnes du temple dès son entrée en politique. En 2013, elle défait Louise Arel pour devenir conseillère de Ville-Marie. Puis en 2016, contre toute attente, elle prend la tête de Projet Montréal pour enfin défaire Denis Coderre à la mairie l'automne suivant. Politique qui s'amorce et il y en a un particulièrement qui retient l'attention ce matin. Celui de la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, sur lequel on peut lire qu'elle est l'homme de la situation. Faut dire que ses affiches électorales, la décrivant comme l'homme de la situation, lui ont certainement permis de se faire remarquer et de faire jaser. Ça vous fait rire, la façon dont les gens réagissent ce matin? Bien, en fait, pour moi, c'est mission accomplie. L'homme de la situation, c'est une expression qui est consacrée. On dit, on va mettre un homme là-dessus, l'homme de la situation. Mais pour moi, l'homme de la situation, ultimement, c'est une personne en qui on a confiance, qui comprend les problèmes puis qui agit. Elle incarne une nouvelle génération de femmes en politique. Mais au-delà de son image de Wonder Woman, qui est-elle? Qu'est-ce qui l'anime? Je vous présente Valérie Plante. Moi, j'ai pris un bureau différent de mon prédécesseur. Oui, c'est pas le même, hein? Non, absolument pas. J'ai rencontré la mairesse de Montréal dans son bureau à l'Hôtel de Ville. Et on s'attendait, bien sûr, à être reçu dans le bureau de la mairesse, vous savez. Mais non, elle a fait déménager son bureau. C'est finalement au 2e étage de l'Hôtel de Ville qu'elle travaille, dans un bureau qui est comme dans un coin. C'est comme un petit havre de paix qu'elle s'est aménagé. J'ai un grand bureau rectangle derrière. Et elle nous raconte qu'elle ne travaille jamais assise au grand pupitre là, en bois là, massif. Non, en fait, peut-être pour une photo, mais je ne travaille jamais là. Moi, je travaille toujours autour de cette table qui est ronde, qui a 8 chaises autour. C'est vraiment important. Alors, quand je suis arrivée dans le bureau, la table ronde est le premier élément que j'ai vu, puis qui m'a plu, qui était déjà là. Puis je dis, ouais, moi, c'est ça que je veux. Je veux travailler en rond comme ça. Et c'est là que je me suis assise avec elle. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, par ce beau matin d'hiver, on est dans votre bureau ici. Vous riez déjà? Déjà. Votre sourire, vous avez déjà dit que c'est une armure. C'est vrai? Ben oui. C'est-à-dire que, je veux dire, en général, je ris parce que la vie est belle, puis c'est une façon pour moi de m'exprimer vraiment, de sourire, de rire. Mais par moments, je pense que même dans des moments plus difficiles,
de sourire, de rire. Oui, c'est une armure. C'est une façon aussi de me protéger, je dirais. De vous protéger? Ben, je veux dire, dans le rôle public que j'ai, il y a des moments qui, effectivement, sont plus difficiles, des critiques, souvent des critiques qui peuvent être fondées, basées sur des faits, mais il y a souvent aussi beaucoup de l'interprétation où on est beaucoup plus dans les perceptions. Ça fait mal, nécessairement, par moment, de dire « Oh, c'est tellement pas moi ce qu'on décrit ou ce qu'on dit », mais voilà, il faut faire avec. Alors oui, à ce moment-là, je pourrais dire que rire ou sourire, définitivement, fait partie des façons. Je me dis, bon, la vie continue. On avance, puis on met ça de côté. Parce que les gens qui vous observent verraient ça plus comme une arme de votre part. Mais en fait, ça sert à plein de choses, mais au final, je pense que c'est surtout que ça fait partie de moi. Tu sais, je joue pas un rôle. Je vais dire, je vais me mettre un sourire. Je vais me mettre à rire aujourd'hui. C'est ça, exactement. C'est absolument pas comme ça. Mais ça fait, c'est vrai que c'est une arme parce que par moment, je vois à quel point un sourire, être enjoué tout en étant pertinente puis connaître ses dossiers, mais par moment, ça peut venir désamorcer une situation. Je trouve que ça peut mettre plus, rendre l'ambiance plus relaxe par moment avec certains interlocuteurs que j'ai. Ça fait du bien, des fois, d'entrer aussi dans une zone plus personnelle quand je rencontre d'autres chefs d'État ou d'autres personnes d'une grande stature. Ben, pour moi, c'est une façon de dire, on est quand même deux êtres humains. T'sais, au-delà de notre chapeau, de notre fonction, on est des gens, là. On est des humains. Avez-vous toujours été riante et souriante? Ma mère dit que oui. Donc, j'aurais tendance à penser que oui. Je vais me fier à ma mère. Mais je pense que je sais qu'à l'université, j'avais différents petits noms. Moi, on m'appelait, on m'a longtemps appelée Speedy Valérie. Okay. Parce que je suis une personne qui était très à l'université, toujours un peu comme le lapin là de la Energizer là, vous savez là, toujours en action, toujours branché sur le 220, qui est très très active. Donc il y a le sourire, mais je dirais que l'énergie que j'ai, parce que j'en ai énormément, ça aussi c'est très caractéristique de moi. Donc je me rappelle qu'à l'université on m'appelait comme ça. C'est lié à moi. Vous êtes originaire de Rouyn-Noranda, mais vous êtes maintenant mairesse de Montréal. Oui. Quand est-ce que vous êtes devenue une vraie Montréalaise? Tombée en amour avec Montréal? Oui, c'est une bonne question. Quand est-ce que je suis véritablement dans votre cœur, là? Oui. Ben, dès le départ, en fait, quand j'ai choisi de venir faire mes études à l'Université de Montréal, donc ça fait 23 ans, avec 23, 24, donc à peu près 24 ans. Tout de suite, ça a été ma ville parce que quand j'étais à Rouyn-Noranda, à peu près une fois ou 2-3 mois, moi, je venais à Montréal avec mon père. Avec votre père qui avait un commerce. Un Dollarama mobile. Oui, exactement. Et qui venait s'approvisionner à Montréal. Alors moi, je partais de l'Abitibi, on traversait le parc de la Vérandrie, on traversait les Laurentides, puis on arrivait dans Granville. Moi, c'est fort dans ma tête. Alors moi, j'ai toujours été attirée par Montréal. Donc, quand finalement j'ai choisi de venir faire mes études ici, puis c'était un choix, pour moi, ça allait de soi. C'était à Montréal que j'allais étudier. Là. Vous avez pas peur de la grande ville? Ah non, moi j'aime les grandes villes. J'ai voyagé pas mal, puis j'aime être dans des grandes villes. J'aime aller à la campagne, j'aime la forêt, je viens de l'Abitibi, donc j'ai besoin de me ressourcer. Mais moi, j'aime la ville. Je suis bien à Paris. J'ai fait des voyages où j'ai eu la chance d'habiter, par exemple, à Buenos Aires. Les grosses villes, j'aime ça. Donc, vous êtes montréalaise maintenant? Ah, mais comme je dis, depuis 25 ans. Ah, oui. Ah, ben oui. Mais l'âme de Montréal, donc, elle est où, selon vous? L'âme? Ouais. Elle est où? C'est quoi l'âme de Montréal pour vous? Hey, c'est une bonne question. On m'a jamais posé cette question-là. Elle est où? Ben, je dirais que l'âme de Montréal, elle est dans ses quartiers. Ça, je tiens vraiment à le dire parce que faut habiter à Montréal pour comprendre à quel point les quartiers ou même la ville est composée de différentes communautés. Tu sais, ce lien. Avant, on disait par exemple à l'est de Saint-Laurent, c'est francophone, à l'ouest, c'est anglophone. Maintenant, c'est beaucoup plus mélangé, mais c'est quand même fort comme caractéristique. Ça, c'est comme une réponse de mairesse que vous me donnez. Ah oui? Ah, OK. Fait que là, on dirait, OK, plus comme Valérie. Oui, là, vous, là, c'est l'âme de Montréal, okay, là, ce qui fait battre le cœur de Montréal pour vous, là, c'est quoi? Hey, c'est une bonne question. Bon, OK, instinctivement. Prenez votre temps, là. Non, mais oui et non, mais
Instinctivement, pour moi, ce qui fait battre le cœur de Montréal, c'est sa montagne puis son fleuve. Vraiment. Pour moi, ça, c'est 2 éléments qui sont fondamentaux. Je pense qu'on justement, tantôt, vous nous disiez la réponse de politicienne ou la réponse de mairesse. Je vous parlais plus peut-être des communautés, mais c'est à quel point, si on pense au niveau géographique, au niveau de la topographie, le fait qu'on soit une île puis qu'on ait une montagne en plein milieu de l'île, c'est incroyable. Je pense souvent on oublie, on réalise pas à quel point c'est ce qui nous a permis de nous développer comme ce lieu d'échange, comment on est une population qui a besoin de voir son fleuve puis qui sait qu'il est pas loin. Bon, moi j'aimerais ça qu'on le voit plus. Ben, ça, c'est autre chose. Que la montagne, moi j'ai grandi à Montréal. On l'habite, oui, on la voit vit, partout. On va s'y promener. Oui, absolument. Le fleuve, moins. C'est comme si on peut pas en profiter. Ouais, c'est comme si le fleuve il appartient aux régions puis pas à Montréal. Ben c'est intéressant. Je dois dire, vous avez assez raison, ou du moins vous avez raison. Mais quand je parle aux Montréalais, les gens me parlent du fleuve, mais ils me parlent à quel point ils veulent l'avoir plus dans leur quotidien, ils veulent y avoir accès. Donc c'est pour ça que pour moi, dans la façon dont la ville s'est développée, si on regarde l'histoire, le fait que c'était entouré d'eau, c'est pour ça que c'est devenu un lieu de rencontre. On pouvait y accéder facilement. C'est pour ça qu'il y a eu tant de monde qui ont voulu s'y rendre. Puis là, maintenant, il est temps on a commencé à le faire, mais on doit être beaucoup plus proactif à rappeler le côté insulaire. On est des insulaires. C'est fou quand on y pense. C'est pas la première chose qui nous vient en tête. Mais quand je jase avec les gens, je leur dis, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est important pour vous, pour le futur? On me dit, le fleuve. On veut le voir, on veut voir l'eau. On veut avoir accès à l'eau. Et je me dis, c'est parfait. Je pense que ça, c'est dans notre identité profonde. Puis c'est vrai, par contre, que la montagne, elle, c'est que peu importe où on se retourne, on la voit. Mm-hmm. Puis il y a une croix dessus en plus. Donc, tant mieux. Ça veut dire que jour et nuit, on voit cette fabuleuse montagne qu'on doit protéger, évidemment. La croix, elle a-tu encore sa place dans une société où on parle de la laïcité, de tout ça? J'étais dans ma chambre d'hôtel hier soir, puis je voyais la croix. Puis je dis, on dit, on est en 2019, puis on a encore une croix sur le Mont-Royal. Oui, moi, je pense que oui. Moi, je suis une personne, je pense que c'est peut-être mon passé d'anthropologue, mais pour moi, l'histoire, c'est important. Il faut pas effacer l'histoire. Il faut pas, même quand il est question parfois là de personnages polémiques qui portent, mettons, les noms qui sont dont des rues ont été nommées. Amherst, c'est un bon exemple. On pourrait en trouver d'autres. Quand on se met à fouiller, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui ont eu des comportements qui s'inscrivaient dans une autre époque, dans une autre logique. Mm-hmm. Et pour moi, autant que se peut, je ne veux pas effacer l'histoire. Je veux créer des dialogues. Alors pour moi, la croix sur le Mont-Royal, elle est importante. Il y a des gens qui ont grimpé, qui ont traîné une croix sur leur dos pour mettre en haut du Mont-Royal en disant on veut habiter cet espace, on veut le faire nôtre, on veut le développer. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Vous parlez de l'anthropologie. Vous êtes anthropologue. Qu'est-ce que ça fait, un anthropologue? Qu'est-ce que ça donne dans la vie? C'est très drôle parce que mon département d'anthropologie me disait qu'il était content parce que c'était la première fois qu'il y avait un anthropologue qui... Bon, quand même, M. Bouchard, là, Serge Bouchard, quand même est un historien, un anthropologue qui mais dans la tête des gens, il est un communicateur hors pair. Vous, exactement. D'être anthropologue, oui. Ça fait quoi? Ça donne quoi quand on est mairesse? C'est très, très utile. Je vous dirais surtout parce que, oui, l'anthropologie, mais surtout les sciences humaines. Les sciences humaines, nécessairement, quand on fait des études supérieures en sciences humaines, on doit travailler avec d'autres disciplines. Surtout quand on arrive, par exemple, à la maîtrise ou même au doctorat, puis même au bac. On doit, c'est pas une science qui est toute seule, hein, c'est pas une science dure qui comment dire, donc qui est autonome, ou les mathématiques. Non, c'est une science. Les sciences humaines doivent s'alimenter de d'autres formations, de d'autres courants de pensée, et ça fait en sorte que la complémentarité ou l'interdisciplinarité est vraiment importante. Et moi, comme mairesse, je me sers de ça tout le temps. C'est un peu comme ma façon de réfléchir. Ou même quand il y a des décisions qui semblent arrêtées, je suis toujours en train de me questionner, est-ce qu'on a vu tous les angles? Est-ce qu'on pourrait venir bonifier? Est-ce qu'on pourrait
tant une approche qu'un projet. C'est pour ça que j'aime tant la consultation. Mais j'essaie beaucoup dans les équipes ici à l'interne, dans notre appareil bureaucratique, d'ajouter, de briser les silos, puis d'amener des gens à travailler ensemble, parce que je pense vraiment que plus un processus est peaufiné, puis qu'on y amène différentes façons de penser, ben mieux le résultat va être. Puis ça fait aussi que moi, j'aime m'entourer de gens qui sont très différents de moi, qui pensent différemment de moi, tant au niveau idéologique, au niveau des écoles de pensée que dans l'approche ou du moins leurs études précédentes, là. Donc, je dirais que c'est cette ouverture sur la complémentarité des approches. Moi, à l'époque où moi je sortais du cégep, les gens qui allaient en anthropologie, c'est parce qu'ils savaient pas quoi faire. C'était comme ça pour vous? Non. C'est mes voyages, moi, qui m'ont amené à l'anthropologie parce que en finissant mon cégep, j'ai décidé de voyager avant de me lancer dans mes études universitaires. C'était fréquent c'était-tu fréquent dans ce temps-là ou? C'était-tu fréquent? Ben, je sais pas. Pour une petite fille de l'Abitibi qui décide de partir, en Europe, moi, j'étais pas mal la seule dans ma famille, là, qui faisait ça, là, puis qui avait travaillé tout l'été pour ramasser ses sous. J'avais vendu ma voiture pour payer mon billet d'avion, là, tu sais, c'était gros pour moi à l'époque. Aviez-vous peur? Pas oui, mais moi je suis bien dans je dis souvent que je suis bien dans l'inconfort. Je suis une personne qui a pas besoin qui fonctionne bien quand je sors de ma zone de confort. Je pense que ma mère avait plus peur que moi là, mais je suis partie plusieurs mois en Europe et donc c'est en travaillant en Europe, après ça je suis en Amérique du Sud, mais c'est ce besoin de connaître l'autre, de briser les murs un peu, de justement ce nous et l'autre. C'est vraiment ça qui m'a animée. Mais je pense que j'aurais été très heureuse, par exemple, en sociologie ou en histoire également. Là. C'est des courants ou du moins des disciplines que j'avais envisagées. Mais l'anthropologie, je trouvais ça vraiment vraiment intéressant parce que ça allait encore plus loin là. Quand on parle de la primatologie, c'est-à-dire quel est le rapport entre l'homo sapiens c'est nos amis ou du moins les chimpanzés, à savoir où est-ce qu'à un moment donné où est-ce que ça s'est divisé, comment l'histoire de l'humanité, c'est ça l'anthropologie au final. Moi je trouve ça fascinant, vraiment. Est-ce que ça vous sert encore au-delà de la mécanique, de la consultation là, mais en termes de façon de voir le monde? Oui, parce que tant au niveau de la primatologie des fois. J'ai un homo sapiens. Ouais, c'est ça, ou les comportements grégaires et tout ça, c'est bien intéressant. Au niveau de l'ethnologie, toute la question des liens, ça aussi des sociétés grégaires, les liens familiaux. Moi, j'étais très intéressée à savoir comment la famille, parce que l'humanité a survécu parce que justement, on est des animaux qui doivent vivre en groupe et rapidement, on a installé les liens familiaux comme étant à la base pour vraiment pouvoir se recréer et créer des civilisations. C'est fascinant. Et je vous dirais qu'en même temps, je trouve que c'est vraiment pertinent au niveau, moi comme femme, j'ai toujours été intéressée de savoir les rapports de genre, à quel moment, à un moment donné, on s'est mis à faire une division des sexes dans les tâches, dans la façon de penser, les institutions basées sur le genre, ultimement, sur une façon. Fait que c'est autant de sujets. Moi, je m'attendais pas à parler de ça matin. Non, mais moi, je trouve ça fascinant. C'est ça qui vous anime. Puis c'est venu à définir qui vous êtes, finalement. Puis votre façon. Les comportements, c'est des êtres humains et la façon dont on évolue me fascine. Et comme politicienne, dès que j'ai commencé à faire du porte-à-porte, je pense que on me disait que j'étais la championne du porte-à-porte dans mon parti parce que j'aime ça. Ah oui? Ben oui. J'ai rencontré du monde que vous connaissez pas, là. Ben j'aime ça. J'aime ce contact. Il y a des fois, c'est pas super palpitant. La personne dit oui, merci, ciao, bye, c'est fini. Mais j'ai eu la chance d'avoir des contacts intéressants, d'être invitée dans des cuisines, de rentrer dans l'intimité des gens. Moi, je trouve ça vraiment, c'est un privilège, là. Vous avez parlé beaucoup, vous avez fait référence beaucoup à vos parents, à votre père. C'était qui la Valérie Plante? Et là, ça, comme dit dans ma recherche, ça s'invente pas, qui a grandi dans le quartier de Montée-du-Sourire. Ouais, la Montée du Sourire. Ouais, c'est. C'était qui cette Valérie Plante-là à Rouyn-Noranda quand elle était toute petite? C'était une petite fille très. J'ai été élevée par une maman qui me disait toujours, tu sais, ma fille, crois en toi. Tu sais, une maman qui me donnait beaucoup d'assurance, beaucoup d'amour, qui était des parents qui étaient comme ça, mais surtout ma mère qui était une grande influence. Donc moi, j'étais une petite fille assez bosse de bécosse.
Ouais. Tu es destinée à être mairesse et à affronter Denis Coderre. Ouais, exactement. Mais sérieusement, des fois, j'ai des souvenirs. Je me dis, moi, j'étais la petite fille, là, Simon Bessic qui renait la gang, là. Puis, en général, j'étais beaucoup avec des petits gars. Moi, j'étais bien avec les petits gars, là. Ah oui. C'était moi la boss de Bécosse là-dedans. Pourquoi les gars, vous aimiez mieux ça? Je sais pas. Encore une fois, peut-être que je pense que sans le savoir, j'ai toujours été intéressée à mélanger ou à briser parfois les boîtes dans lesquelles on se retrouve. Puis le genre est la première boîte dans laquelle on nous met. La société nous met dans une boîte. Fait qu'à partir de ce moment-là, je pense que j'ai toujours été attirée par décloisonner, briser les murs. Alors, puis après ça, donc, les Barbies, c'était pas votre affaire, ça? J'en ai eu. Oui, j'en ai eu aussi, mais j'étais vraiment plus Troctonka, là. Moi, j'aimais ça jouer dans le sable, là. C'était plus mon affaire, là. Vraiment. Oui. Puis faire du vélo, puis j'habitais en Abitibi, à la montée du Sourire. Il y avait de la forêt en avant puis en arrière de chez nous. J'ai tellement passé du temps dans le bois, tu sais. Vous en ennuyez pas? C'est ça qui est... Moi, je suis une personne, si on me met dans le bois demain matin, je vais être heureuse là-bas, dans la forêt. Mais en même temps, on me met en ville, puis je suis vraiment heureuse en ville. Fait que je dirais que c'est... je suis heureuse, là, à un moment donné, je ressens le besoin de sortir de la ville, ça, c'est sûr, de voir un lac, de voir des épinettes. Moi, c'est mon Abitibi, ça me fait rire quand on loue des chalets avec mon chum, puis il me dit, on pourrait aller le canton de l'Est, par exemple, c'est beau, mais tu sais, c'est plus des feuillus, c'est des vallées, pas des vallées, mais c'est vallonneux, voilà. Puis là, je dis, non, moi, il me faut de l'épinette, là. Moi, je veux un lac, je veux comme le côté un peu austère, là, de tout ça. Je veux de la mouche noire, je veux... Fait qu'on va beaucoup plus à Laurentide, dans la Naudière ou en Mauricie, mais tu sais, on monte dans le nord. Dans le nord. Vous avez fait référence à votre père qui partait de l'Abitibi pour venir s'approvisionner à Montréal. Comment lui est venue cette idée? Racontez-nous, il y avait un autobus, un magasin, une pièce. C'est quand même... c'est un précurseur du... Oui, du Dollarama, là, si je peux dire. C'est drôle parce que c'est vraiment en racontant cette histoire-là, depuis que je suis politicienne, que je me rends compte à quel point c'est comment je dirais donc c'est fou. Puis en même temps, cette folie-là vient vraiment de mon père parce que je pense que ma mère est une personne également très souriante, mais je dirais beaucoup plus terre à terre. Mon père était, il fallait être fou là pour donc acheter un autobus jaune, un autobus scolaire, le peindre en bleu. Pourquoi en bleu? Parce que en fait, j'ai beaucoup de questions à demander à mon père. Oui. Faudrait que je m'assoie avec lui et dire, OK, papa, raconte-moi donc un peu la genèse de l'autobus du magasin $1. Donc, un autobus bleu dans lequel il a enlevé tous les bancs. Et à l'intérieur, c'était vraiment, les fenêtres étaient placardées, là, mais c'était bien fait, là, mais il y avait des tablettes, des étagères, puis là-dedans, il y avait de tout. Vraiment comme un magasin $1, là, vraiment. Puis ça allait même que je disais que c'était et un magasin $1 puis un Hallmark aussi. Parce qu'il y avait toutes les cartes de souhait et tout ça. Parce qu'à l'époque, les Dollarama n'existaient pas. Ben non. Et il y avait encore beaucoup, je dirais, là, il y avait les grands centres, Rwanda, Val-d'Or, qui étaient les deux grosses villes. Puis après ça, c'était beaucoup plus des villages. Donc, le dépanneur demeurait quand même. Le caractère du magasin général là, était très, très, très présent. Donc, mon père partait avec son autobus et faisait tous les commerces, les petits commerces. Et puis moi, je l'accompagnais quand j'avais des journées pédagogiques. Vous aimiez ça? Ben oui. Mais le côté anthropologue, c'est ça aussi. De rentrer dans... parce qu'un magasin, un dépanneur, là, en Abitibi, mais même ici, mais surtout en Abitibi, il est rattaché à la maison du propriétaire, souvent. Donc, tu rentres dans le dépanneur, mais tu rentres chez la personne. Il suffisait qu'on traverse en arrière, puis on prenne un café dans la cuisine de Madame Tremblay ou de Monsieur Gendron, là. Donc, c'est tout ça. Puis les entrepreneurs, pour moi, ça m'a toujours fasciné. De te créer ta job, de te dévouer. Puis on le sait, des dépanneurs, c'est des gens qui travaillent tout le temps, là. Moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné. Le dur labeur, là. Les gens, là. Je viens de l'Abitibi, ma famille est un petit peu maison qu'on fait, était plus dans le côté minier. Moi, mon père était plus un entrepreneur, mais c'est du monde en région, tu travailles fort, là. Tu sais, donc voilà, avec mon père, on se promenait un peu partout et puis j'adorais ça. Puis veux pas, j'étais toujours gâtée parce que mon père, c'est un homme souriant, un entrepreneur, donc tout le monde aimait Gaétan, là. Gaétan. Valérie, elle a récolté. Oui. Alors moi, j'avais toujours des bonbons, des jouets. OK, vous aviez compris la passe. Oui.
c'est drôle parce que maintenant que je suis mairesse, c'est complètement une autre façon de voyager pour moi, là. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Moi, je voyageais avec un petit sac, là. Tu sais, que tu mets ton paire de bobettes, 2-3 t-shirts, ta brosse à dents, puis tu pars, là. Tandis que là, je pars avec une grosse valise, avec mes robes, il y a des gens qui m'attendent de l'autre côté. Il y a un côté très officiel. C'est autre chose. Non, c'est vraiment différent. Moi, souvent, je dis toujours que j'ai un peu l'impression de voyager comme une princesse, c'est sûr, parce que les gens me reçoivent avec des égards, bien sûr, liés à mon titre. Et moi, je veux absolument honorer ce titre-là, puis honorer ma ville. Donc, pour moi, je joue le jeu, c'est-à-dire que je prends je fais ce que j'ai à faire. Mais c'est très, très différent. Quand je suis allée au Japon en juin dernier, j'ai réalisé qu'après 6 jours, j'avais même pas changé d'argent. Parce que tout est pris en charge. Sinon, faut dire que maintenant, on a la carte de crédit, là, quand il fallait acheter les cadeaux des enfants. Mais je sais pas si vous comprenez, c'était comme, j'étais au Japon, mais en même temps, j'avais même pas été changer des sous pour aller, je sais pas moi, m'acheter un paquet de gomme ou non. Puis en gros, j'avais pas le temps, là, mais ça m'a quand même frappé. Est-ce que ça vous manque de pouvoir voyager pour... je pense que vous étiez à Marrakech avant Noël. Oui. Aller au Maroc, puis être pris dans des rencontres internationales. Là. Ben là, à un moment donné, je dis, OK, là, faut à Marrakech, parce que c'était avec les Nations Unies, c'était absolument fantastique. J'ai adoré mon expérience, puis le travail que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec mon équipe, je dis, OK, là, faut aller au souk, là, faut aller à la Médina, là. Je veux du bruit, je veux du chaos, je veux sentir un peu Marrakech, là, parce que sinon, je suis beaucoup dans des voitures, c'est ça, je veux dire, hein, tout quand je dis qu'on me prend en charge, moi, je suis habituée d'être à pied, de me louer un vélo, là, je suis comme dans une voiture de service, beaucoup quand je voyage. Mais c'est une autre façon. Mais en même temps, je suis très heureuse d'être confortable dans l'autre type de voyage qui, selon moi, est beaucoup plus... quand je suis Valérie qui voyage avec son sac à dos, ben c'est ça, on vit d'un choc culturel, on est confronté à des situations qui sont pas toujours faciles, mais en même temps qui amènent son lot de surprises. Comme quoi? Ben vous savez, hein, quand on voyage en sac à dos, finalement, on demande l'indication à quelqu'un parce qu'on est vraiment perdu, parce qu'on comprend pas la langue. Je sais pas moi, je veux dire, en Turquie, un pays que j'ai beaucoup aimé. Puis que finalement, la personne, tu jases avec la personne, finalement, elle te dirige vers un resto, c'est le resto de sa famille, tu te mets à parler. Il y a comme ce contact avec la personne locale, l'habitant. Ça, c'est toujours des choses que moi et mon chum, on recherche beaucoup. Encore quand on voyage, même avec les enfants, parce qu'on trouve que c'est très, très riche là de voyager. Donc, vous n'êtes pas hôtel 3, tu sais, hôtel, on vit dans la petite bulle. Non. Surtout quand je suis pas mairesse. Quand je suis mairesse, c'est plutôt ça, puis ça va. Mais quand je ne suis pas, quand je voyage moi-même, là, personnellement, avec mon chum et les enfants, ce qu'on recherche, c'est le choc un peu, là, ce qui déstabilise, puis ça me permet aussi de relaxer. Ils aiment ça, les enfants? Oui, ils aiment ça. Ils n'ont pas le choix, vous me direz. Vous avez bien raison. Pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Oui, là, ils suivent là-dedans. Mais oui, je pense qu'ils aiment ça parce que, justement, eux aussi, ça leur montre comment ça se passe autrement. Et moi, quand je voyage, la plus grande qualité pour moi d'un voyage personnel, c'est d'être anonyme. Alors, j'aime aller dans un endroit où on ne me connaît pas, où personne va me repérer. C'est vraiment ce que je recherche. Ouais. Fait que surtout qu'on est dans une personnalité publique. Est-ce que c'est lourd, le poids du regard des autres? Vous pouvez plus aller à l'épicerie, vous pouvez plus rien faire. Mais je le fais parce que des fois, vous allez chercher une pinte de lait pareil en pantoufle, là. Mais c'est vrai que... Mais ils vont encore à l'épicerie en pyjama? Non, pas à l'épicerie. Au coin de la rue parce que mon dépanneur me connaît depuis longtemps. Fait que ça va. Tu sais, il sait que je vais rester dans ma bulle. Oui, c'est difficile. Ouais, je trouve pas ça facile. C'est surtout que j'ai tellement pas beaucoup de temps pour me reposer. Tu sais, on s'est entendu avec mon équipe, je prends une journée par semaine pour être plus avec les enfants, à la maison, tu sais, de me poser. Puis une journée, c'est pas beaucoup pour décrocher. En fait, on décroche pas vraiment, on se repose, mais on décroche pas. Puis dans cette journée-là, ben, il faut que je reste chez nous si je veux me reposer. Si vraiment je veux comme me déconnecter, il faut que je reste à la maison parce que dès que je sors, j'accepte d'être la mairesse. Interpellée. Oui, puis et les gens sont tellement gentils. Alors, puis c'est énormément d'amour qu'ils me donnent. Donc je me plains pas, mais c'est vrai que ce poids-là, ce regard, les gens qui disent je pense à la mairesse. Mais ça doit être dur pour vos enfants, ça. C'est pas facile. Non, c'est pas facile.
Parce qu'ils m'ont pas connue comme ça. C'est ça que des fois, mais non, vous êtes maman, tu sais, vous êtes pas... Oui, puis ça fait, tu sais, ils ont 12 et 15 ans, donc la grande partie de leur vie, jusqu'à maintenant, j'étais Valérie Plante, pas la mairesse. Mm-hmm. Donc, en même temps, tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont vécu une vie, somme toute, assez normale, sans garde du corps ou sans sécurité ou de ce genre de choses-là. Mais oui, c'est difficile pour eux. Aller prendre une marche au parc de la Visitation juste parce qu'il fait beau un dimanche après-midi... Je le fais, on le fait. On est surtout en vélo, comme ça va plus... Mettre un chapeau et des lunettes fumées, c'est ça? Mais on me reconnaît pareil, moi, ça me fascine. Ça me fascine. Oui? Ben oui, parce que des fois, je vais skier avec mon plus grand, mettons, sur le Mont-Royal. Bon, pas présentement parce qu'il n'y a pas de neige, mais l'année dernière, je l'ai fait. Je suis allée skier faire du ski de fond sur le Mont-Royal. Là-dessus, que les lunettes fumées, ça suffit pas? Je revenais pas. Puis la personne était là, bonjour, madame la mairesse. Puis j'étais comme, mais je comprends pas. Mais voilà. Bon, mais je pense que puis là, mon fils disait, maman, faut pas que tu ris. Mais je disais, moi, mais je ris pas, je skie. Ah oui, c'est ça, il vous entend rire dans les sentiers, puis il dit, lave-la. Ouais, parce qu'en plus, j'ai un rire qui porte. C'est ce qu'on me dit. On m'entend dans les couloirs. Ben oui. On parle de la difficulté d'ajuster une vie familiale au rôle de mairesse, au rôle de politicienne. Il y a tout un débat chez les féministes autour de Women can have it all. Est-ce que les femmes peuvent tout avoir? Tu sais, Sheryl Sandberg, c'est sa ligne, c'est une des dirigeantes de Facebook. Michelle Obama, dans ses mémoires avant Noël, disait que c'est impossible, c'est de la foutaise. Vous, qui avez souvent été vue comme une Wonder Woman, de quel côté de l'équation vous pensez? Il y a une partie de moi qui aime l'idée, qui a envie de dire « we can have it all » parce que je veux pousser les femmes à y croire puis à se projeter. Pour moi, c'est important. Mais en même temps, je pense que encore faut-il définir c'est quoi le tout avoir. Là. C'est quoi tout avoir. Mais disons qu'on dit c'est avoir une carrière, avoir un couple heureux, puis bien s'occuper de tu sais, avoir une famille, une vie comblée là. Moi, je pense que c'est possible. Donc j'aurais tendance à dire que c'est possible de tout avoir, mais il faut être capable, il faut pas avoir une vision romantique de chacun des éléments. Parce que pourquoi je dis ça, c'est que des fois on m'interpelle en me disant est-ce que vous trouvez ça difficile par rapport à vos enfants? Est-ce que vous vous sentez coupable et tout ça? Puis je leur dis toujours, ben oui, il y a des moments où je me dis, j'aimerais ça être avec les enfants en ce moment, mais moi, j'ai jamais eu une vision romantique de la mère, hein, la mère qui fait les biscuits, qui tous les matins de bonne humeur, il fait des lunchs. J'ai jamais eu ça. Moi, je considère que nos enfants sont dans un univers, mon Dieu, fabuleux. Ils reçoivent de l'amour, en plus, ils sont nourris. On s'occupe, tu sais, je veux dire, on s'occupe d'eux, là. On n'est pas dans un pays en guerre où est-ce qu'il faut se battre tous les jours pour manger. Donc, moi, Ils sont privilégiés, là. Oui, voilà. Alors, j'ai pas cette vision romantique-là et c'est un peu la même chose pour tout le reste. Tant dans mon couple que même par rapport à ma vie avec mes amis, ma famille, je n'ai pas cette vie. Je suis pas une personne qui se flagelle parce que j'ai été dont une mauvaise mère, dont une mauvaise blonde. J'ai des moments là où est-ce que je trouve ça plus difficile. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut tout avoir, mais il faut absolument être faut baisser nos attentes par rapport à ce que ça veut dire. Moi, c'est plutôt ça, parce que je pense que souvent, les femmes, on a tendance à vouloir être parfaites dans tout, et c'est bien ça, le problème. Et souvent, je pense que les hommes ont moins ce syndrome-là, de vouloir dire comme, il faut que j'excelle dans tout. Mais non, ça, c'est pas possible. On peut tout avoir, mais on peut pas exceller dans tout. Ça, c'est la différence, je pense. J'ai-tu inventé un troisième concept, moi, là? Moi, non, mais c'est parce que c'est une réflexion que j'ai, tu sais, qu'on a. Je pense que quand on est une femme, qu'on a une famille, une carrière, c'est une réflexion qu'on a, on en discute avec nos amis. Puis, moi, je me demandais si c'était pas un leurre qu'on a fait à croire aux femmes qu'on pouvait tout avoir, alors que justement cette conciliation-là, elle est tellement difficile. Mais je pense comme je disais, il fallait le faire, puis de toute façon, on va continuer à le faire, parce que si on dit pas qu'on peut tout avoir, ça veut dire, en général, qu'est-ce qui va arriver? Là, je pense, mettons, je recule il y a 5, 10, 15, 20 ans. Si on aurait dit, non, on pouvait pas tout avoir, les filles, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que les femmes, on aurait dit, je vais rester avec les enfants au final. Bon, je fais ça un peu... Fait la trame narrative est importante de dire, allez-y, allez chercher ce que vous avez besoin. Vous pouvez être des bonnes mères, mais aussi être des excellentes PDG. Puis vous avez le droit d'avoir un gros salaire, puis une grosse job, puis prendre des décisions, puis prendre le pouvoir. Vous avez le droit. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais à ce moment-là, encore une fois, c'est plus les attentes. Mais j'ai tendance à penser que les attentes viennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous. Puis
de la façon dont on a été élevé, qu'une femme, ben ça doit être bonne, ça doit être aimante, aidante, puis ça doit pas se tromper, ça doit pas tomber, tu sais. Puis alors que moi, c'est souvent quand je fais j'ai des rencontres, pas des rencontres, mais quand on me demande de dire quels sont vos conseils ou ce que vous avez à dire pour aux filles, aux femmes qui vous écoutent, ben je leur dis donnez-vous le droit d'échouer, de tomber, parce que de l'échec, puis quand on tombe, c'est là que ça devient le plus intéressant, c'est là qu'on se relève. Puis il y a beaucoup de force là-dedans. C'est de la résilience, puis c'est on va chercher, mais il faut se donner le droit. Et l'autre élément que je dis souvent, c'est permettez-vous de vous projeter. Parce qu'en général, je généralise encore, mais ça me fascine comment les hommes ont une capacité à se projeter dans quelque chose, dans un rôle, dans un poste. Puis nous, les femmes, on est souvent prises dans « Ah oui, mais je suis pas rendue là, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bientôt, je vais être là. » Non, projette-toi. Vous aussi, vous avez ce réflexe-là des fois? Non. C'est non. Ça, mais ça, honnêtement, c'est celle qui a défait Louise Arel, qui a réussi à se faire je pense, parce que quand je dis non, je suis pas en train de dire que je suis invincible, puis je doute jamais. Au contraire, je suis une personne... Mon équipe, je pense, je vous dirais que je me pose énormément de questions, souvent... En fait, je me pose des questions tout le temps sur est-ce que je suis une bonne leader? Est-ce que je suis une bonne chef? Est-ce que je suis une bonne mairesse? Est-ce que ça, j'ai bien évalué le dossier? Donc, je me remets toujours en question, mais je ne doute pas de ma capacité à accomplir ma tâche. Et je ne doute pas, puis c'est vrai que c'est ça qui m'a amené à me dire, je vais être mairesse. Sinon, il fallait que je sois... C'est un peu fou dans le temps, oui, on s'entend, là. Mais à un moment donné, il faut se projeter et dire, non, c'est vrai que j'ai pas tous les outils, puis j'ai pas toute l'expérience, mais je suis assez intelligente, puis j'ai assez de compétences, puis des bons réflexes pour aller chercher ce qui me manque. Ça, dans quoi, souvent, je trouve que les femmes, on est moins bonnes. Quand je dis se projeter, là, c'est ça. Fait que moi, j'encourage les femmes à se dire, ouais. Mais vous dites qu'il faut pas avoir peur de l'échec. Pourtant, quand on regarde votre carrière politique, c'est que des victoires et des victoires spectaculaires et surprenantes. C'est défaire Louise Arel. Vous avez été élu à la tête de votre parti contre toute attente. Vous avez défait Denis Coderre contre toute attente. Est-ce qu'il y en a eu des gros échecs dans votre vie? Oui. Il y en a eu des gros échecs, que ce soit... Comme? Des gros échecs. C'est toujours relatif, hein, parce que là, si on fait une comparaison entre, mettons, si j'avais perdu mes élections versus quelque chose que je pourrais vous raconter d'un échec à l'école, ça va sembler bien petit, j'imagine, pour les gens qui nous écoutent, vont dire, là, il n'y a rien là. Parce que si vous avez dirigé des organismes communautaires, vous avez, si vous regardez, est-ce que des échecs qui vous ont forcé à vraiment vous relever, puis dont vous avez tiré des leçons? Si tantôt je disais échec, je pense que je vais le nuancer en disant échec ou épreuve. Oui, on va le dire comme ça. Parce que même je vous dis que j'ai eu un C en mathématiques en 6e année, je pense pas que ça va être intéressant. mais sinon je dirais des épreuves, surtout des épreuves personnelles qui font que quand on se relève, on se dit la vie je la vois différemment, ou sinon moi je vais l'aborder de façon toujours proactive. Fait que là j'ai pas de réponse précise là-dessus. Si vous aviez un conseil à donner par exemple à une mère monoparentale à Hochelaga, il y en a plein là. Ah oui. C'est vous c'est un des piliers là de votre projet, c'est s'attaquer aux problèmes des gens vulnérables à Montréal et leur garder une place dans cette ville-là, dans cette métropole-là. Une mère monoparentale à Hochelaga qui peine à finir ses fins de mois, qui en peut plus. Quel conseil vous lui donnez? Ça dépend c'est quoi le conseil, dans la mesure où il faudrait savoir pour s'en sortir, donc pour améliorer sa situation, on dirait. Oui, mais c'est quoi dans le contexte actuel là, d'une ville où c'est difficile pour ces gens-là là, de s'en sortir là. J'ai tellement de difficulté avec les questions hypothétiques comme ça, parce que je suis une personne que si je l'avais en face de moi, ça c'est vrai là, je suis une personne très très instinctive. Puis en général, j'arrive à cerner comme une personne puis sa situation puis comment l'aider. Ceci étant dit, si on généralise sur cette dame-là qui pourrait être plein d'autres femmes, d'une part, j'aurais tendance à lui dire qu'il faut que pour améliorer sa situation, ou peut-être si elle veut s'émanciper ou presque changer de vie, si je peux dire, il y a différents outils, mais
ça serait de ne pas être seul. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est tout mon militantisme et mon implication dans différents organismes, que ce soit via le bénévolat ou le militantisme. Mais c'est fou à quel point la force du groupe est importante, peu importe notre situation. Puis c'est difficile pour les gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts parce que c'est souvent métro, boulot, dodo. Hein, et après ça, ils sont pris dans une roue infernale. Oui. Moi, c'est souvent ça qui me choque parce que je me dis, c'est ces gens-là que j'ai envie d'entendre sur qu'est-ce qu'ils voient dans leur ville. Mais c'est ces gens-là, ils n'ont pas le temps de venir à une consultation publique. Ils n'ont pas le temps de venir participer à un sondage. Mais non, ils sont en train de soit de survivre ou du moins de ramener du Comment on pain, les inclut, donc, dans la discussion dans la ville? Moi, c'est une préoccupation que j'ai beaucoup, à savoir comment on inclut ces différentes personnes-là. Et honnêtement, j'ai pas toutes les réponses. C'est sûr que je pourrais dire que la façon dont maintenant on peut consulter, par exemple, consulter en ligne, des trucs comme ça permet d'aller rejoindre des gens. Mais c'est jamais aussi fort que d'avoir justement une conversation avec quelqu'un qui nous dit, moi, c'est ça que je vis puis c'est ça que je voudrais faire. Mais si je reviens à tantôt, d'essayer de soutenir la participation citoyenne, pour moi, ça, c'est fondamental pour avoir toujours une société qui est mieux informée, plus revendicatrice. Parce que moi, des gens qui revendiquent, là, moi, j'aime ça. Je veux pas avoir une population qui est mouton puis qui dit tout est correct, tout est beau. Non, c'est correct de vouloir plus, d'avoir des réflexions, de dire moi je revendique telle ou telle chose. Moi, je trouve ça très 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 sain pour une démocratie. Puis sinon, pour cette dame-là, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui va pas dans sa vie pour qu'après ça, on aille militer puis qu'on change les choses. Parce que bien sûr, la ville peut faire. Moi, je peux toujours dire, moi, je me bats pour avoir du logement abordable et social. C'est une façon. Avoir un toit, c'est la base de tout. Alors, pour moi, c'est une façon comme mairesse de dire, je veux assurer qu'il y a une mixité sociale, économique dans ma ville. Ça, c'est tel quel. Mais après ça, si cette femme-là, parce que je sais pas moi, elle arrive pas à joindre les deux bouts ou parce qu'il y a des problèmes de santé, oui, après ça, c'est comment t'amènes le citoyen à s'investir, à changer les choses via, encore une fois, le municipal. Mais sinon, moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de provincial qui, je pense, qu'il y a un grand rôle à jouer, et spécifiquement dans la situation que vous avez nommée. Mais ce que j'entends dans votre réponse aussi, c'est vous êtes quand même la mairesse de Montréal, vous êtes la personne la plus politiquement la plus influente de la ville. Mais il y a des limites à ce pouvoir-là. Oui, c'est quoi pour vous le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est être capable de donner des directions à une machine grosse comme la Ville de Montréal sur donner une direction, ça veut dire de montrer une vision claire de où est-ce que la ville doit aller. Ça, c'est avoir un pouvoir que j'apprécie puis que je prends très, très au sérieux. Fait que moi, je pars toujours de ma vision, puis ça, j'y crois. Alors, c'est comment, après ça, je suis capable de la communiquer dans un appareil de 28 000 employés. C'est énorme. Puis que ça va venir percoler. Puis moi, ma vision, j'y crois parce que c'est une vision qui est justement axée sur la justice sociale. Tout le monde a le droit d'avoir un toit. Moi, je veux de la mobilité parce que tu sois riche ou moins riche, tu veux pouvoir te déplacer, puis c'est bon pour l'économie. Je veux de l'environnement, je veux des parcs, je veux des espaces verts. Je veux qu'on est une île, on le disait tantôt, on est hyper vulnérable pour les changements climatiques. Faut agir. On n'a pas le temps de niaiser là-dessus. Avoir le pouvoir, c'est être capable de prendre les moyens nécessaires pour communiquer une vision claire de où la ville de Montréal doit aller, comment elle doit se positionner pour, oui, continuer d'être performante au niveau économique, mais aussi pour être résiliente, pour être forte, pour être vibrante, pour être dynamique. C'est vraiment, pour moi, c'est ça le pouvoir. Et l'autre bout du pouvoir, et ça, c'est d'être capable de donner le goût à d'autres gens de se lancer en politique, de se voir comme des leaders, parce que ce que je comprends, c'est que depuis que je suis élue, et ça me touche à chaque fois, on me dit que je suis un modèle, mais je suis un modèle, pour moi, ça a des bons et des mauvais côtés, là, puis c'est pas parfait, mais je sens, et c'est ce qu'on me dit, que Vous sentez-vous comme un modèle? Ben oui. Oui. Puis c'est correct. Comme j'ai pas un modèle parfait, même un modèle, puis tant mieux, parce que j'ai toujours dit que tant et aussi longtemps, il faut tellement avoir plus de modèles de femmes politiciennes et des femmes avec du pouvoir, parce que si on n'en a pas assez, on les limite tout le temps. On se dit, une femme au pouvoir, c'est ça. Ben non, il faut avoir plein de modèles. Comme il y a autant de modèles d'hommes qui ont du pouvoir. Moi, j'en veux plein de modèles. Le pouvoir, par ailleurs, il a des limites. Ça fait 1 an et demi à peu près que vous êtes oui, il y a des limites, c'est sûr. Avez-vous réussi à accomplir en 1 an et demi? On s'est beaucoup moqué de vous, là, avec votre note de 89%, là. Mais, objectivement, il y a bien des Montréalais qui disent, ça va pas aussi vite qu'elle avait dit. Ben, ça, comment je dirais, donc, faut que j'entende, mais
dans la mesure où on avait une feuille de route pour la première année, puis on l'a effectivement remplie. Puis c'est pas 89, c'était 79, me semble. Mais quand même, là. Mais quand on regarde cette feuille de route-là, qu'on avait dit en campagne électorale, ce qu'on allait faire dans la première année, c'est presque tout coché, et sinon, c'est en voie de. Et c'est sûr que quand on a fait la campagne électorale, j'étais très consciente que les attentes, je les montais, là. J'étais très consciente de ça. Mais en même temps, c'est-à-dire, avoir des attentes hautes, c'est de dire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. D'autres politiciens ont d'autres approches, puis souvent, ça va être plus basé sur, c'est plus comme global, on va faire, tu sais, moi, c'était très précis, là. J'avais des chiffres, j'étais en habitation, en mobilité, c'était très, vous êtes confiante que quand on va, à la veille de la prochaine élection, ils vont être construits, ces logements abordables, ces terrains vont être achetés, ces parcs vont être faits? Je suis confiante, mais c'est surtout que, comme je dis, en campagne électorale, je savais que c'était risqué, mais en même temps, moi, je veux qu'on soit exigeant envers nos politiciens, politiciennes. Moi, ce que j'ai voulu faire avec cette campagne-là, c'est de dire, c'est pas juste ma face, là. C'est pas juste comme mon aura de popularité puis qui je suis, là. Enfin, de toute façon, j'étais pas populaire, personne me connaissait, mais moi, j'ai dit, je veux plus de projets à la pièce. Je veux plus que ça soit basé juste sur la personnalité du plus haut magistrat de la Ville de Montréal. Je veux être redevable aux gens qui vont m'élire. Oui, c'est Valérie Plante, la mairesse, mais c'est la vision que j'ai présentée. Puis donc, oui, les objectifs sont clairs. Puis quand vous me dites, est-ce que vous allez réussir? Tout est mis en œuvre pour ça. On travaille comme des fous. Et souvent, les gens vont me dire, Madame Plante, on vous voit moins à tel événement. Mais je leur dis, je comprends, mais j'ai tellement de jobs à accomplir. Puis je veux que ça se fasse. Les logements, là, je veux pas négocier là-dessus. Faut que ça se fasse. La ligne de métro ou le transport, c'est plus difficile parce que je dois travailler avec Québec. Est-ce qu'on manque d'ambition là-dessus sur les grandes infrastructures? Oui. Tu sais, je regarde les grandes villes, là. Absolument, on manque d'ambition. Oui. Il n'y a pas de train rapide au Canada. Non. Il y a... C'est intéressant parce que je parlais avec Monsieur Sabia de la Caisse de dépôt et de placement qui sont à l'origine là les donneurs d'œuvres, le donneur d'ordre si on veut pour le REM, et je lui disais à quel point pour moi ce projet-là est important qu'il reste dans son enveloppe budgétaire. En fait, c'est un objectif que Monsieur Sabia et moi on est d'accord, c'est-à-dire respecter l'enveloppe budgétaire et l'échéancier. Parce que j'ai dit, il y a tellement de cynisme autour de la capacité de respecter les budgets et d'accomplir les choses dans le temps. Et je dis, moi, j'ai besoin de ce projet-là pour montrer qu'on a le droit d'être ambitieux, puis on est capable de réaliser les choses dans le temps puis dans l'argent. Donc, ce REM-là, il peut servir d'exemple pour votre ligne rose? Absolument. Absolument. Et ultimement, c'est que faut combattre le cynisme lié à la politique en général. Et c'est pour ça, quand j'ai fait mes objectifs ambitieux pendant la campagne, c'est sûr, je me suis dit, oh boy, qu'est-ce qui va se passer si je suis pas capable de les réaliser? Mais en même temps, je veux tellement. Puis je voulais montrer aux Montréalais à quel point, encore une fois, la question, je vais reprendre l'habitation, là. Quand je parle de justice sociale, là, ça vient me chercher dans mon fond parce que c'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui soient pas capables de se loger à Montréal. Alors oui, l'objectif est ambitieux, puis oui, je travaille fort pour que ça se réalise, puis on verra à la fin du mandat. Je devrais expliquer aux Montréalais et aux Montréalaises si j'ai pas réussi. Puis je vais devoir expliquer pourquoi. Je le sais, ça. Mais quand on regarde les grandes villes qui sont des modèles dans le monde, là, Oslo, par exemple, là, tu sais, c'est radical ce que les villes doivent faire pour y arriver. Là. À Oslo, ils ont banni le chauffage au mazout, ils ont donné 2 ans. Il n'y a plus d'auto centre. Non, mais c'est même pas ça. Ils vont bannir les autos électriques. Ils ont enlevé les places de stationnement à Montréal, les places de stationnement au centre-ville. Il y a des villes en Espagne où ils veulent bannir les autos. Pourquoi est-ce que les politiciens au Canada ont pas le courage de les proposer, ces mesures-là? Ben, pour moi, faut le mettre quand même dans un contexte où les villes que vous avez nommées sont des villes européennes où, entre autres, l'offre de transport collectif est beaucoup plus développée et la mentalité, le paradigme du développement du transport collectif est mon Dieu, tellement loin de nous. Nous, toutes les villes nord-américaines ont été développées sur un modèle automobile, autoroutier. On part de plus loin. Et moi, je dis souvent, on me dit que je suis anti-auto, mais au final, c'est ça, il faut trouver un équilibre. Mais moi, je peux difficilement demander à des gens à la Chine ou à Pierrefonds ou à Rivière-des-Prairies, non, là, prenez plus de char, la voiture est bannie. Mais non, il n'y a pas d'option. Si ça leur prend à Rivière-des-Prairies 1h30 pour se rendre au centre-ville, on a un problème. Donc moi, je peux pas demander ça. C'est pour ça que je milite pour le transport collectif.
Mais ça, c'est un changement de paradigme. Quand on sait que nos autoroutes sont financées à 100% par nos taxes, mais c'est pas le cas pour le transport collectif, à un moment donné, il faut falloir se dire, oui, là, il faut du courage. Moi, c'est ça que je m'attends du gouvernement. C'est du courage de dire, il faut que le financement coïncide avec des vraies orientations en transport collectif. Parce que le jour où je vais avoir des options de transport collectif, le REM va aider, la ligne bleue, les 300 autobus, plus je peux être, directe ou exigeante envers ma population, ou en tout cas les inviter à participer collectivement à cet effort pour l'environnement. Mais en ce moment, c'est plus difficile. Alors, c'est sûr que moi, je vais poser des gestes dans les prochains mois au niveau de l'environnement. Je peux agir sur les matières résiduelles, par exemple sur le plastique jusqu'à une certaine limite, par exemple sur le mazout. C'est autant de choses sur lesquelles, comme ville, je peux agir. Mais on le sait, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est le transport au Canada. C'est ça qu'il faut. Alors moi, j'ai besoin que le gouvernement du Québec, puis le gouvernement du Canada également, rajoute de l'argent, puis dire, OK, on change de paradigme. Maintenant, les projets de transport collectif vont être financés, puis également l'opérationnalisation après. Mais c'est gros. Et en même temps, j'ai des gens qui vont me dire, oui, du transport collectif, mais touchez pas à mon auto. Puis je veux des routes. Puis je veux. Fait qu'à un moment donné, tu dis, là, mais c'est ça le problème, c'est que les citoyens veulent pas changer leurs habitudes aussi. Ils veulent sauver la planète, mais c'est difficile pour eux de changer leur habitude. Mais dans certains cas, puis je le ramène à la voiture, je suis quand même sensible à la réalité. Tu sais, pour quelqu'un qui habite sur le bord de la ligne orange, comme moi j'ai pas de voiture. Depuis que j'habite à Montréal, mon mari et moi, on a fait le choix de pas avoir de voiture. Mais j'habite entre la ligne orange puis la ligne bleue. J'ai des communautés tout autour, j'ai des autobus. Alors pour moi, de faire ce choix-là, c'était, somme toute, assez facile. C'est sûr qu'avec des enfants, c'est un défi, puis tout ça. Mais encore une fois, je peux difficile. Si j'avais déménagé, par exemple, dans le coin du parc olympique, juste là, avec mes 2 enfants, puis les pratiques de hockey, puis les ci, puis les ça, ça aurait été difficile. Fait que si j'ai une ligne rose qui passe c'est ça, dans le coin du stade olympique, ça va aider. Dans Rosemont, ça va aider. Dernière question. Avez-vous des regrets? Par rapport à dans la vie ou juste ma carrière politique ou Dans la vie. Non. Moi, je suis extrêmement. Je me sens tellement privilégiée d'être là où je suis en ce moment. C'est pour moi, c'est comme juste un privilège. Puis je veux honorer cette confiance que les gens m'ont donnée. Des regrets. Tu sais, c'est sûr que dans la première année, je pourrais vous dire que ça a été une année d'apprentissage. Le budget, j'ai trouvé ça tough. J'aurais dû. C'était pas votre meilleur moment. Mais non. Puis ça a commencé raide là avec ça. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ah, mais définitivement. Puis je sais que au niveau des communications, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, mais au final, je dirais que c'est le seul moment dans ma carrière politique où je me suis pas écoutée moi, puis j'ai été comme déconnectée de ce que Valérie, la mairesse, aurait dû communiquer, comment j'aurais dû le faire. Je continue à dire que cette taxe sur l'eau était nécessaire. Fait que je ne renie pas ça. Mais les gens m'ont fait le reproche par la suite, comme à savoir, mais on savait, les gens ont été choqués de dire, voyons, c'est qui elle? Il me semble que c'était pas la Valérie qu'on avait vue pendant les derniers mois. Puis ils ont raison, c'était pas moi. Donc je suis une personne qui est très très connectée, très instinctive, très stratégique en même temps. Puis cette fois-là, j'étais à côté de mes pompes là, je me suis laissée guider par les gens autour de moi. J'ai pas su mettre ma limite, puis ça a fait que c'est une femme froide et un peu sec et déconnectée qui est arrivée devant les gens en leur disant non, c'est pas une taxe, c'est la taxe sur l'eau. Ben voyons donc. C'était pas. Non, voilà. J'ai souhait. Un souhait pour vos enfants. Pour mes enfants, on prenne un véritable virage vert qui va être axé sur le transport, entre autres. C'est drôle que vous me posiez la question, parce que hier, j'étais avec mon plus petit, puis qui avait de la misère à dormir, puis c'est même pas une blague, là, puis ça m'a un peu choquée, parce qu'il me disait que sa professeure lui a dit que d'ici 50 ans, il y aurait plus de ressources. Puis il m'a dit, maman, je sais que qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais avoir des enfants, mais ça vaut-tu la peine? Il m'a dit ça comme ça. À 12 ans? Oui. Il dit, tu sais, puis j'ai resté comme estomaquée, puis parce que puis là que lui me dise ça veut dire qu'il entend, les enfants entendent dans le puis c'est correct là qu'ils soient très conscients des risques puis du changement climatique puis des risques, mais c'est troublant d'entendre son enfant se demander ça vaut-il la peine que je vais pouvoir mettre des enfants au monde, je vais pouvoir avoir ma vie.
Ça m'a vraiment troublée. Fait que moi, je veux tout mettre en œuvre pour pouvoir faire notre part de façon forte et intentionnée et audacieuse sur l'environnement. Madame Plante, je vous remercie. Merci beaucoup. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.